Bien, bonjour, bienvenue au pavillon d'Aviou, au centre de ce magnifique jardin du Luxembourg à Paris, pour l'exposition Les raisins de Redouté qui se tiendra dans ce pavillon du 24 août au 4 septembre prochain. Vous êtes les bienvenus, on vous attend nombreux. Moi j'appelle ça des archives. Oui, c'est ça, c'est l'hôtel des archives. C'est l'hôtel des archives. C'est pas des archives nationales, c'est l'époque. Il y a un petit partenariat. Il y en a plusieurs. Il y a Pierre Joseph, il y a Henri Joseph qui est sur Franck-Fré. Après il y a Turcot. Turcot, il y a Thérèse de Bonnet de Bassac. Des documents du genre de Nantes. Il y a d'autres qui sont exposés. Un élève qui est. Oui, ça se faisait beaucoup de dessins. Donc je voudrais vous remercier tous d'avoir accepté notre invitation à, je ne vais pas dire l'ouverture parce qu'elle est ouverte depuis quelques jours, mais à l'inauguration officielle de cette exposition. Nous sommes très heureux, très redevables au Sénat d'avoir ouvert ses murs pour cette collection qui lui était destinée. Notre secrétaire perpétuel comptera l'histoire tout à l'heure avec plus de talent que moi. Je voudrais remercier d'autant plus le Sénat qu'habituellement, le lieu du second personnage de l'État paraît toujours très loin des choses aussi concrètes que le sont la vigne et le vin, qui accompagnent tous nos repas, mais les leurs aussi d'ailleurs, et avec talent. Voilà, je veux dire très sensible au fait qu'une maison très conservatrice, dit-on, c'est la conservation de l'équilibre de la République, ce soit marqué un intérêt pour quelque chose qui avait été destiné à sa mission d'amélioration de la production viticole et qui en même temps ne s'est jamais produit finalement et aujourd'hui témoigne d'un intérêt qui a trouvé d'autres voies que peut-être André nous rappellera tout à l'heure quand il évoquera la rédaction de l'ouvrage par un de nos meilleurs ampélographes consacré à ces vélins. Je voudrais remercier évidemment la presse qui nous a fait l'honneur de venir en nombre, de s'intéresser à cette exposition. Je voudrais remercier Jacques, notre ancien président, ami, qui a eu l'immense mérite de mobiliser le Sénat, et en particulier son président, pour que nous puissions tenir ici cette exposition. Je voudrais remercier André Fougeroux, par qui tout est arrivé finalement, parce que cherchant ici ou là, il est tombé sur des œuvres d'une valeur inestimable. Constant vous racontera tout ça, et toi aussi peut-être André tout à l'heure. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui sont venus, ceux qui ont participé à ce travail, de l'Académie, de nos interlocuteurs, des différentes personnalités qui s'intéressent à cette exposition, qui s'intéressent à la vigne, qui s'intéressent au vin, qui s'intéressent à ce qui va avec, et qui nous font l'amitié d'être là aujourd'hui. Alors je ne vais pas être plus bavard. J'espère, Constant, ne pas avoir oublié trop de monde dans ceux que je dois remercier, nos amis et nos camarades et collègues et confrères de l'Académie qui ont tous suivi avec beaucoup d'appui des initiatives du secrétaire perpétuel, d'André et d'autres pour valoriser cette exposition. Merci. Alors, c'est vrai que tu as dit oublier quelqu'un. Peut-être qu'on avait oublié la fée Carabasse parce que ça a été endormi pendant quelques années. Je vais vous expliquer pourquoi. Avec ces vélins, Redouté et vigne. Je crois que c'est trois termes auxquels il faut qu'on soit vraiment attaché parce que quand on voit que ces trois termes ont traduit une longue histoire, la vigne, tout d'abord, avec sur son fruit et le vin. Et il faut savoir qu'un tiers des agriculteurs étaient vignerons au début du 19e siècle, avant le phylloxéra. Un tiers. Donc c'est dire l'importance
de la vigne dans l'économie de notre pays. Comment expliquer la réunion d'aquarelle sur vélin? Alors les vélins, c'est la peau de veau tanné, vélin. Donc c'est aussi exceptionnel que ces aquarelles soient sur des vélins, qui ont été retrouvés en grande partie par hasard, mais André nous en parlera davantage, parmi les 35 000 volumes que possède l'Académie. Et si vous venez aux Journées du patrimoine notamment, vous verrez ce patrimoine. 83 vélins, dont certains, troisième terme, qu'on peut attribuer aussi à Pierre-Joseph Redouté, qui est un des principaux, et pas tout seul, et qui est une partie des cépages que Jean-Antoine Chaptal, on ne sait pas toujours, savant, médecin, agronome, mais était aussi ministre de l'Intérieur du Consulat. Il avait demandé à 120 départements français de l'époque, des Pays-Bas jusqu'au nord de l'Italie, de rassembler tous ces cépages, parce qu'il avait bien en tête que la vigne était un élément de richesse et qu'il fallait qu'on travaille sur la qualité, d'où l'idée de rassembler tout ça. Et où? Ici, au Jardin du Luxembourg. C'est quand même assez paradoxal, mais il y avait déjà, tu le diras sans doute, une abbaye des Chartreux qui avait déjà, avant la Révolution, une collection. Donc c'est peut-être pas pour rien que, située à proximité là au sud, cette abbaye avait déjà ces éléments. Des noms célèbres, comme Pierre-Joseph Redouté, son frère Henri-Joseph, leurs amis Pierre-Antoine Pointeau, Pierre-Jean-François Turpin, Thérèse Baudry de Balzac et Pancrace Bessart. Ils vont peindre dans le menu détail tiges, feuilles, c'est pas les racines, mais tiges, feuilles et surtout fruits. Et vous voyez la diversité de ces cépages, et cette diversité réunie, ça a été vraiment le début de ce qu'on a appelé, tu l'as dit, l'ampélographie, comment caractériser tous les cépages de France, du monde aujourd'hui. L'intérêt pour ces vélins venu d'une curiosité, mais tu le diras, de Marc Ménéviel. Il est peut-être là, non? Il ne les a pas rejoints. Son oncle était sénateur aussi, mais ça ne suffit pas. Mais c'est Marc Ménéviel, il vous dira, qui lui a souhaité mieux connaître. On a fait, une fois qu'on a découvert ces vélins, on s'est dit il faut les valoriser. On en a fait un appel à ressources publiques, des gens qui voulaient soutenir la mise en valeur de ces vélins, et ça a permis que 74 personnes, aidez-nous à le sauver, à le remettre en état, à le numériser, à réaliser, voilà, de faire qu'on ait un outil pour les viticulteurs et pour les amateurs de bon vin. Je crois qu'il y en a parmi la salle, M. Jacob notamment, mais j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui fait lui-même une collection de cépages chez lui, dans le Var, là, tout à l'heure, pour vous dire qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés par le vin. Après consultation, le bureau décide de lancer un ouvrage. L'ouvrage, il est là. Vous avez d'ailleurs une photographie de ce jardin du Luxembourg de l'époque, qui était beaucoup plus grand. L'urbanisme a fait qu'il s'est réduit. Je ne dis pas comme Paul Chavin, parce qu'on a encore un beau jardin. Et dans cet ouvrage, on a encore une image de ce vignoble qui était installé là. Et d'ailleurs, dans le jardin actuel, il y a encore quelques éléments de cépage présents dans ce jardin. L'aventure commence avec un comité de pilotage, des auteurs ont été choisis, un éditeur, Catherine de Bourgoin sur les peintres botanistes, Jean-Michel Boursicot, professeur émérite de Montpellier, sur l'ampélographie, Marc Ménéviel que j'ai cité sur les aquarelles pour l'histoire. Et aussi, on a souhaité que les cépages qui sont là, que vous voyez, qui font partie de l'histoire, aussi, ils feront partie de notre future histoire. Comment, avec le réchauffement climatique, comment, je discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui crée sa propre collection, comment, avec le réchauffement climatique, avoir des vignes et du vin pour demain. Et je crois que ça fait partie, et il m'a cité le Jacquet, qui est post-phylloxéra, qui est un croisement, mais pour dire qu'il y a des vignes, un Jacquet qui résiste notamment à l'oïdium. C'est pas le Jacquet? Résiste à tout. Résiste à tout. Très bien. Voilà, donc Nathalie Ola et son équipe de l'INDRA a été mobilisée. On a aussi Anne-Marie Cesnec sur la technique des vélins.
Qui est là. Qui est ici. Voilà. Quand j'ai parlé des vélins tout à l'heure, hein, il y a quand même des gens qui savent ce que c'est cette technique et la qualité de ce travail sur vélin. Donc, comité de pilotage, et on a eu la chance d'avoir Jean-Robert Pitt, qui, historien, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur émérite, qui honore l'ouvrage en le préfaçant. Il a montré là aussi sa connaissance du vin et de la vigne à ce propos. C'est pas fini, bien sûr, cette expo, mais aussi cet ouvrage qui vient de recevoir, d'être lauréat de l'organisation, l'Office international du vin et de la vigne, et le prix sera remis le 30 septembre prochain à Bordeaux, au Centre international de la vigne et du vin de Bordeaux, pour vous dire que voilà, c'est une aventure. La fée Carabosse ne l'avait pas enterré, ne l'a pas. Voilà, il est ressuscité. André, à toi de faire vivre cette exposition. Merci à toi. Ça va être très long parce que d'abord il fait chaud et qu'on a soif. Et tout le monde a soif. Donc simplement, et puis Constant a déjà beaucoup expliqué toute la genèse et tout le déroulement de cette aventure. Simplement vous dire que on est d'abord ravis de vous accueillir ici ce soir, que cette exposition va être ouverte pendant 14 jours jusqu'au 4 septembre. On est très content d'être ici parce qu'on a énormément de visiteurs. On est très surpris d'ailleurs de la variété des visiteurs que l'on a eu depuis 2 jours. On doit déjà être à une douzaine de nationalités différentes, ce qui est quand même assez étonnant. Ça va des Coréens aux Australiens, en passant par des Italiens, des Russes, des Mexicains, des Brésiliens. Voilà, donc on est très content. Je crois qu'on a une Italienne là. Voilà. Et donc on est tout à fait ravis de cet intérêt. Alors il y a 2 types d'intérêt dans cette exposition. C'est l'intérêt historique, les gens qui sont passionnés par cette histoire de l'ampélographie et de la genèse des terroirs viticoles français. Et puis ceux qui sont intéressés par la peinture. Alors, on n'est pas des spécialistes de la peinture, mais il y a eu notamment des gens qui font de la peinture au muséum, qui sont venus voir les planches, parce que voilà, le travail de Redouté est un travail extraordinaire. Et si vous avez l'occasion de regarder une variété qui s'appelle Hugne, enfin, qui est dénommée Hugne là-bas, qui est l'Aramon maintenant, pour ceux qui connaissent, vous allez voir la qualité des peintures de Redouté qui est tout à fait étonnante. Et donc, tout à fait étonnante. Et donc, je vous laisserai découvrir cette exposition. Alors, juste pour rajouter, ça a été une succession de coups de chance, en fait, cette affaire-là. C'est-à-dire que Marc Medevielle m'a téléphoné en 2017 en me disant « Est-ce que je voudrais voir le Picpoul de l'Hérault ?» Alors, Picpoul de l'Hérault, il est là-bas. Vous pourrez le regarder. Je voudrais voir le Picpoul de l'Hérault peint par Redouté. Alors, je ne savais pas ce que c'était que le Picpoul de l'Hérault. Je savais un peu Redouté. Et donc, j'avais aucune idée de l'endroit où ça pouvait se trouver à l'Académie. Donc, en cherchant, et avec l'aide de Marion, que j'aurais dû citer. J'ai toujours vu quelqu'un. On a fini par retrouver ces planches. Donc, Marc Medevielle est monté tout de suite à Paris pour voir ce Picpoul de l'Hérault. Et puis il me dit, mais il faut absolument publier ça, parce que ces planches n'ont jamais été publiées. Elles étaient inconnues du grand public. Et il nous dit, voilà, il faut absolument faire quelque chose. Donc, le temps que ça se mette en route, on a eu la chance de travailler avec les éditions Paulsen. On a rencontré le directeur des éditions Paulsen qui nous dit « Ah mais moi j'adore Redouté, j'adore la vigne. Si vous voulez, on fait l'édition. » Voilà, sans plus. Donc ce qui nous simplifiait grandement la tâche. Donc on a, comme l'a dit Constant, on a bâti un comité de rédaction dont Anne-Marie a fait partie pour rédiger, parce qu'on voulait avoir le volet scientifique autour des vignes, mais aussi on voulait avoir le volet artistique. Et donc Anne-Marie et Catherine de Bourgoin ont rédigé la partie artistique. Et puis on voulait avoir la partie prospective avec l'aide de l'INRA de Bordeaux, Nathalie Ola et toute son équipe, plus des gens de l'ITV, qui ont vu le côté prospectif de ces collections d'une manière générale. Bon, là c'est qu'un tout petit échantillon. Et alors, on a eu donc cette chance d'avoir le support des éditions Paulsen.
Et puis pour l'exposition, parce que vous savez l'Académie malheureusement est très indigente, donc pour l'exposition on a eu le soutien des établissements Fraissinet, qui est une entreprise d'engrais organiques, et qui nous a dit mais nous notre culture c'est la vigne, donc on vous paye les impressions des planches. Donc voilà, donc tout ça, ça a été une succession de chances, d'enthousiasme des gens pour mettre en œuvre tout ce que vous avez ici sous les yeux. Et juste, je vais terminer sur le futur. Cette exposition va partir au Conseil économique et social pour les Journées du patrimoine. Et ensuite, on espère qu'elle devrait, peut-être à la SNHF, on verra, elle devrait faire le tour des régions viticoles françaises et de façon à faire connaître ces planches au grand public, faire connaître cette histoire extraordinaire que Constant vient de rappeler. Et donc voilà. Et alors la prochaine étape, mais là on croise les doigts parce que c'est pas du tout, mais je vous le dis, c'est un secret, vous le répétez pas. On espère traduire le livre en anglais. Voilà. Parce que les Américains notamment sont des grands admirateurs de Redoutez et on espère avoir une version anglaise bientôt. Comme ça, à côté de la colonne. Ah oui, c'est celui qui connaît pas la colonne. Savoir-faire. C'était cette femme tirée au sort. C'était moi. Avec la Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Jardin du Luxembourg, à côté de l'exposition qui est consacrée au raisin de Pierre-Joseph Redoutez, donc qui est issu de la collection de Vélin qui a été retrouvée à l'Académie d'agriculture en 2018, donc très récemment, et qu'on a l'honneur de présenter ici au pavillon d'Aviou jusqu'au 4 septembre prochain.
Alors nous sommes devant ici, on peut dire, un reste de la pépinière de vignes du jardin du Luxembourg, sachant que la pépinière initiale se trouvait de l'autre côté du jardin, mais ici sont conservées quelques variétés historiques. Raconte mon histoire. Donc en fait, mon histoire, moi, elle commence en 1800 avec Bonaparte, qui était premier consul à l'époque, et donc il a nommé Jean-Antoine Chaptal comme ministre de l'Intérieur. Alors Chaptal, ça vous dit quelque chose? La chaptalisation du vin. Et donc le ministère de l'Intérieur à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, hein. Il était vaste, il y avait l'agriculture, le commerce, enfin tout un tas de choses. Et donc il s'est dit, Chaptal, avec la vinification et puis les vins et les spiritueux, je pourrais, par l'intermédiaire des échanges commerciaux internationaux, faire entrer des devises en France. Surtout qu'à l'époque, il y avait l'Italie et l'Espagne qui commençaient à améliorer leurs vins et donc qui concurrençaient de façon très sérieuse la France. Or, à l'époque, il faut bien le dire, 90% des vins n'étaient pas très buvables. Chaptal disait que c'était de la piquette pour la soif. Donc il s'est dit, bon, on va essayer d'améliorer notre vigne, essayer de garder les meilleurs éléments, d'apprendre à reconnaître les cépages, ce qu'on ne savait pas faire, et puis d'éclaircir un peu le chaos des synonymes, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de vignes qui avaient les mêmes noms, qui n'étaient pas du tout pareils. Donc il a demandé au préfet des départements qui venaient juste d'être créés de bien vouloir envoyer des cépages de leur territoire. Donc il y a 570 variétés qui sont arrivées et qui ont été toutes plantées au jardin du Luxembourg. Donc je vous montre. Où? Les plus de 500 là. 570. 570. Alors, en fait, voilà une gravure du jardin du Luxembourg d'époque. Donc le Sénat, vous avez le Val de Grâce ici. Là, il y a le pavillon où on est. Et la pépinière a été plantée ici. Toute la pépinière. N'hésitez pas, hein, vous pouvez goûter, hein, c'est pas obligé. Hein. Donc voilà la pépinière telle qu'elle était plantée à l'époque. Et elle était plantée sur ce qu'on appelle des échalas, c'est-à-dire des bâtons. Elle n'était pas du tout palissée. Sur des grands échalas, d'où le terme d'ailleurs, je pense, grand échalas, je suppose, du moins. Bon, après, elle a disparu cette pauvre pépinière parce que le baron Haussmann est passé par là. C'est ça. Ça s'est un peu raccourci, il y a eu des rues, des... Taillé. Taillé. Alors il reste quelques plants de vigne qui sont à la pépinière. Mais bon. Donc voici Chaptal avec tous ses plants de vigne. Donc il y a Monsieur Bosc, qui est un botaniste, qui a été nommé directeur de la pépinière du Luxembourg, qui s'est chargé d'essayer de faire un peu le tri dans tous ces cépages. Mais Chaptal a dit, ça ne suffit pas, il faut qu'on garde une sorte de trace, qu'on fasse une sorte de catalogue, si je puis dire, de tous ces pieds de vigne. Donc il a demandé à des peintres illustres, botanistes de l'époque, de bien vouloir faire des reproductions. Donc le plus connu, c'était Pierre-Joseph Redouté, donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors il est beaucoup plus connu pour les roses de la Malmaison qu'il a peintes. Alors souvent quand on voit des cartes postales avec des belles roses, etc., c'est Pierre-Joseph Redouté. Donc lui et puis quelques autres peintres botanistes du muséum d'histoire naturelle. Donc ils ont commencé à faire des reproductions, ils ont fait des aquarelles sur vélin. Le vélin, vous connaissez, c'est une sorte de papier spécial qui est fait avec la peau de veau morné. Et ils ont fait 83 vélins. 83, 570 pieds de vigne, on peut se dire que... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre autres, Joséphine, elle a dit, bon, bah maintenant, ça suffit, là, moi, il y a mes roses qui attendent, je voudrais bien qu'on continue d'aller les peindre. Donc, ça s'est arrêté. Le pauvre Monsieur Bosc, il s'en sortait pas avec son travail. Donc, tout ça est tombé un peu en désuétude. Il n'est resté de toute cette époque que 83 vélins. Par contre, ça a été le début de l'empélographie. L'empélographie, c'est la science de la vigne, du raisin, des cépages. Ça a été le début. On apprenait à reconnaître les cépages. Et puis, après, on fait un saut jusqu'en 2017. Ah oui, non, parce qu'on est sportif, on a de l'allant, on saute jusqu'en 2017. 2017, on se retrouve à l'Académie d'agriculture de France. Alors l'Académie d'agriculture, c'est comme l'Académie française, l'Académie de médecine, c'est une société savante pour l'agriculture. Et là,
il y a le responsable du fonds documentaire qui est là-bas, qui reçoit un coup de fil d'un journaliste qui lui dit « Bonjour monsieur, voilà, je voudrais que vous voir le vélin de Redouté sur le pic poule grise de l'Hérault. » C'est celui qui est présenté là. Et alors le bibliothécaire, il dit « Mais je suis désolé, moi on n'a pas de vélin à l'Académie d'agriculture. Pas connaissance de ça. » Oh, le journaliste complètement affolé, c'est pas possible. J'ai vu dans les archives, en 1853, tous les vélins ont été donnés à l'Académie d'agriculture. Alors il se renseigne, son prédécesseur pas au courant, celui d'avant décédé, il demande au secrétaire perpétuel. Personne n'avait jamais entendu parler. Bon alors, il va rechercher quand même. Et puis 2018, dans une vieille couverture pillée, il trouve un carton à dessin et dedans, effectivement, des reproductions de raisins. Ce sont les bons, pas les bons, il y a bien marqué Redouté, mais bon. On fait appel à des experts du Muséum d'histoire naturelle. Ils disent, bon, on vient, c'est l'Académie, on se déplace. Okay. Mais on vous dit tout de suite, faites pas d'illusions, c'est sûrement pas des originaux, c'est pas possible, enfin bon. Voilà nos 3 experts, on leur présente nos vélins, et alors là, la bouche leur en reste ouverte, c'était effectivement des originaux qui n'ont jamais été exposés, que personne n'a jamais vu, enfin depuis longtemps, bien sûr ils ont été vus au départ. Mais... Et donc une fois qu'on a su que c'était effectivement les originaux du début du 19e siècle, le responsable du fonds documentaire a dit ça, il ne faut plus que ça se passe. Donc on a fait faire un ouvrage avec les éditions Paulsen, où sont répertoriés les 83 vélins. Et surtout, ce que l'on a fait, on a demandé à un ampélographe de renommée mondiale, qui s'appelle Jean-Michel Boursicot, qui est français, de bien vouloir nous analyser chacun des vélins, pour nous dire si, effectivement, ces cépages étaient connus, s'ils existaient encore. Alors, sur les 83, il y en a 13, il ne sait absolument pas ce que c'est. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ici, donc, il y a 19 reproductions, ce ne sont pas des originaux, que par contre, ils ont la taille des vélins naturels, de ceux que l'on a, c'est la bonne taille. Il n'y a pas de livret noir, les vélins, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Et ils sont tous de Pierre-Joseph Redouté. Là, il y en a 43 de lui, les autres. Et donc, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé pour certains cépages. Si on prend celui-là, par exemple, le Müller-Rébel. Donc le Müller-Rébel, on connaît. Il était à l'origine, il s'appelle maintenant le Pinot Meunier. Et c'est un cépage qui sert à l'élaboration du champagne, des vins blancs, du tokay. Le problème, c'est que ce n'est pas lui qui est représenté là. Ça, c'est le Pinot Gris. Donc déjà un problème, le nom ne correspond pas. Après, si on va là-bas, dans le même style, parce qu'à l'époque, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, enfin on suppose, mais les préfets ont envoyé des pieds. Les étiquettes se sont mélangées, sont tombées, les gens ont raccroché comme ils ont pu. En plus, les peintres, ils recevaient juste des bouts qui étaient coupés. Alors pareil, est-ce que les étiquettes tombaient ou pas, enfin. Alors celui-là, c'est le pire. Blanc Madame. Pas très blanc, pas très blanc. Alors le blanc Madame, on le connaît, il existe toujours. C'est pas ça du tout. Par contre, ça ressemble beaucoup au Morastel ou au Graciano. Il existe. Donc là, manifestement, c'est un vin, un cépage qu'on connaît encore, mais qui est mal dénommé. L'ampélographie, elle a commencé vraiment dans les années 1850. C'est que là qu'on a commencé à décrire. Bon, maintenant, on n'en est plus à dire la feuille est découpée comme ci, les échancrures sont comme ça, les nervures sont comme ci, le pétiole à telle longueur, le grain est tant. Voilà, c'est un cépage. Maintenant, c'est d'analyse ADN. Ça va plus vite, c'est plus fiable. Le Croc Noir. Le Croc Noir, c'est l'ancêtre du Merlot. Le Merlot, on connaît bien comme cépage. Sauf que le Croc Noir n'existe plus. Le Merlot existe, maintenant, le Croc Noir n'existe plus. Après, vous avez d'autres cépages, comme le blanc Quepi par exemple. Bah là il sait pas. Il sait pas du tout. Alors il dit il y a bien des cépages qui ont des noms qui ressemblent. Blanco Pico, mais qui ne ressemblent pas du tout à ça. Donc il finit par conclure, il ne semble pas possible de l'identifier, ni de le raccrocher à une variété existante. Donc soit il a disparu, alors disparu parce que c'était une telle piquette que de toute façon il a disparu de lui-même,
soit les années 1866, etc., il y a eu le phylloxéra, une maladie qui a quand même beaucoup décimé la ville. Soit il existe peut-être quelque part une petite quantité non répertoriée dans aucune collection. Donc voilà l'histoire de cette collection. Qui en fait est très connu pour les dessins qu'il a fait des roses de la Malmaison. Donc, on a une photocopie de rose, je ne sais plus. Je pourrais vous montrer, c'est très connu pour ça. Et Redouté, en fait, était peintre botaniste au Muséum d'histoire naturelle. Et en fait, Chaptal, Jean-Antoine Chaptal, donc, qui était ministre de l'Intérieur de Bonaparte, avait perçu l'importance de la vigne dans les échanges commerciaux internationaux. Et il avait vu que les Espagnols et les Italiens commençaient à faire des vins de qualité, alors que la France était un peu en retard. La plupart des vins, comme il disait, c'était des piquettes pour la soif, c'était vraiment pas exportable. Et donc il avait dans l'idée d'améliorer le vignoble français d'une manière générale. Pour ça, il a demandé à tous les préfets des régions qui venaient d'être nommées d'envoyer des boutures de vignes de chacune des régions, des principales vignes cultivées dans les régions. Toutes ces boutures de vignes ont été plantées ici au Jardin du Luxembourg, dans une pépinière qui s'appelle la pépinière des Chartreux, que je vais vous montrer sur le livre là. La pépinière des Chartreux qui était... Voilà, vous connaissez le Sénat, le bassin du Jardin du Luxembourg, pavillon d'Aviou, on est là. Et à l'époque, il n'y avait pas la rue Auguste Comte ici. Et la pépinière des Chartreux était là. Voilà ce triangle ici. D'accord. Donc dans cette pépinière, il a fait planter 600 variétés de vignes qui ont été envoyées toutes les années. Et donc on a ici une vue de la pépinière telle qu'elle était, là c'est 1817, c'est une gravure du musée Carnavalet, avec l'hôpital du Val-de-Grâce. Et donc, l'objectif de cette collection, c'était d'identifier, de savoir identifier les variétés de vignes, chose qu'on ne savait pas faire à l'époque. Chaque village avait son cépage, avec des noms locaux. Dans tous ces noms, il y avait beaucoup de synonymies. De temps en temps, il y avait un même nom pour deux choses différentes. Après, on avait deux noms différents pour la même variété. Enfin bon, donc c'était, comme disait Chaptal, un chaos synonymique. Et il voulait mettre fin à ça. Et il avait chargé Louis-Augustin Bosc, qui était responsable de la pépinière ici du Luxembourg. Il avait chargé, il lui a dit, bon maintenant, on vous donne toutes les vignes, vous trouvez un système pour les décrire et pour pouvoir les différencier. Donc le pauvre Louis-Augustin Bosc a essayé de faire des dessins de feuilles, et puis il a demandé à Pierre-Joseph Redouté de les peindre, de façon à ce qu'on ait une trace de chaque variété. La photographie n'existait pas, donc voilà, la peinture était ce qui allait mieux. Et donc les vélins les reproductions de vélins qui sont là, sont des reproductions d'aquarelles de Redouté, de Pierre-Joseph, qu'on a retrouvées tout à fait récemment à l'Académie d'Agriculture. Elles étaient dans les archives, un petit peu oubliées de tout le monde depuis 200 ans pratiquement. Et donc quand on a remis la main dessus, on s'est dit, elles n'avaient jamais été publiées. Donc on s'est empressé d'en faire un livre pour qu'au moins l'ensemble de ces peintures qui ait une trace écrite, quoi. Et puis on a fait accompagner cette publication des commentaires d'un ampélographe. Ampélographe, ça vous dit? Parce qu'en fait on est dans le métier du vin. Ah bon, alors vous connaissez bien. On est venu en tant qu'amateur éclairé, voilà, mais j'ai découvert votre exposition par hasard en fait. C'est une amie qui m'a envoyé ça dans ma petite regarde. D'accord. Et j'avais jamais entendu parler de cette collection. Nous, avant 2017, on n'en avait jamais entendu parler non plus. Alors, donc voilà, c'est un peu un coup de chance, c'est une succession de coups de chance, on va dire. Et on a été accompagné par les éditions Paulsen qui nous ont fait le livre, parce qu'ils étaient aussi passionnés par
Redouté d'une part et La Vigne d'autre part. Donc on a ce bel ouvrage maintenant, donc on a 7 traces au moins. Voilà. Et puis on s'est dit, ben, c'est bien de faire une exposition des reproductions de ce que Redouté a dessiné. Alors on a sélectionné que 19 peintures, que de Pierre-Joseph Redouté, en essayant d'avoir des variétés qui ont des petites histoires. Et surtout on a fait comparer les déterminations et les dénominations de l'époque de Chaptal et de Redouté avec les dénominations actuelles. Donc j'ai demandé à Jean-Michel Boursicot, qui est un grand ampélographe de renommée mondiale, de nous faire la comparaison. Et donc Jean-Michel Boursicot nous a écrit tous les textes de description en nous disant, ben voilà, ce qui est représenté là, ça correspond effectivement à la variété. Alors elle peut avoir changé de nom, mais non, c'est une variété qu'on connaît toujours. Il y a des variétés que l'on n'a plus, qu'on a connues mais que l'on n'a plus. C'est le cas du Cros Noir derrière, là, par exemple. Cros Noir, c'est une variété qui est un ancêtre du Merlot. Ouais, mais alors je crois qu'il s'en replante, il y a un château à Bordeaux qui a replanté Cros Noir. C'est quoi, le château de 10 ans? On est deux à parler. Je crois qu'il y a quelques... Ah, il faut que je dise à Jean-Michel Boursicot. Because of at the end of the French Revolution, between Napoleon, the Revolution and Napoleon, I say Napoleon in French. Okay, it was at this time they had problems with quality of wine, and they thought that it was because of the varieties of vineyards that were cultivated at this time. And they asked to all the local administration to send the vineyards, the kind of vineyards that they have on the different parts of France, and they planted this vineyards here on this ground. On this ground. It was not that a good idea because the climate of Paris is not adapted to wine, to a wine grower. It's quite difficult. But anyway, it was here. But they decided also to ask the best French painters to paint the different varieties. And it was painted by the very famous painters. Well known for the roses. The roses was painted for the first wife of Napoleon. Wow. And you can saw them, this painting, and is her castle in the western part of Paris, the Château de la Malmaison. D'accord. Okay. Nice. Antes, estamos aquí ahora, y todos aquí en la abadía, antes de la revolución, fuera la colección durante 20 años. Como el suelo no fue bueno, se salió esta colección en Montpellier, sur de Francia, en Alsace, y también en el jardín de aclimatación. ¿Lo conoce el jardín de aclimatación? El ouest des Pâtés. Il faut identifier tout cela, faire une collection, l'entretenir, et après la diffuser et la renvoyer un petit peu partout. Donc il y a des échanges de cépages qui se font, de greffons, etc., entre les autres collections dans le monde entier. Et c'est effectivement la plus grosse collection internationale. Au bout de quelques années, le sol ne va pas trop bien, ça prend l'oïdium, mais entre-temps, il faut garder tous les aspects scientifiques de cette collection. Donc, on demande à Pierre-Joseph Redouté, le peintre de Madame, le peintre de la Reine, spécialiste des rosiers, on va vous montrer, de venir ici pour peindre les 1500 pieds de variétés. Il y avait beaucoup plus de variétés, il y avait à peu près 4500 ou 5000 pieds, 3 ou 4 par variété. Donc de faire de l'ampélographie, c'est-à-dire la science qui permet, vous allez le voir, d'identifier chaque cépage par la forme de la feuille, la couleur de la feuille, la disposition des veines de chaque feuille et également la forme de la tige, la couleur de la tige et bien sûr la forme du raisin, la forme de la grappe, la couleur de la grappe.
une histoire par rapport à ces découvertes. Et le fait qu'on présente, hein, vous pouvez vous dire, c'est une drôle d'exposition parce que d'habitude on voit des choses différentes, tandis que là, on voit que des raisins. Alors ils ont l'air d'être tous pareils, mais en réalité, s'ils sont là, la même couleur tous. Voilà. Et s'ils sont là, c'est parce qu'en fait, ils sont tous différents. Ils viennent de tout un tas de régions de France et ils sont tous différents, même ceux qui ont l'air pareils, qui sont blancs, comme ça. Si on regarde bien, comme le peintre était un très bon peintre, il arrivait à montrer la différence entre des raisins. Et des fois, ils ne sont pas à la même place et des fois, ils sont pas de la même forme. Voilà, mais tu vois toutes les différences. Et des fois, il y en a des fois qui font plus vert. Voilà, puis tu vois... Et il y en a avec un peu de mais laissez marron. même pas, venez voir. Et dites-moi toutes les différences que vous Lui, voyez. il a un peu de marron et eux qui sont ici, ils ont du vert. Lui, le vert, il est plus foncé. Oui, les autres. Mais lui, c'est le seul qui a du marron. Il y a deux feuilles. Il y a des feuilles. Oui. Il n'y aura pas de fruits, les feuilles sont peut-être... Est-ce que je peux prendre les photos comme c'est des copies? Justement, alors, on les a fait venir de partout, et il y a 200 ans, donc c'est pas hein, il y a 200 ans, il y a un monsieur qui était ministre en France, qui s'appelait Chaptal, il a donné son nom à des écoles. Ah ben il a fait de la chaptalisation. Voilà. C'est lui qui s'est intéressé au sucre, au lien entre le vin et le sucre. Il a fait planter ici au Jardin du Luxembourg tout un tas de vignes comme ça, différentes. Il a voulu que tous les cépages de France, toutes les vignes différentes, toutes les grappes différentes puissent être plantées pour qu'on puisse les étudier, qu'on les regarde et qu'on voit quelles étaient leurs caractéristiques. Et il a demandé à un peintre de les peindre avec beaucoup de précision pour que justement on voit ce que vous venez de voir, c'est toutes les différences qu'ils pouvaient avoir, à quoi ils servaient. Des fois on leur donnait le même nom, puis c'était des choses différentes. Des fois ils n'avaient pas le même nom et c'était la même chose. Donc on a fait des études avec des gens qui sont des botanistes, qui s'occupaient des plantes. Je ne sais pas si ça vous intéresse, les plantes, vous, la nature, Oui, moi ça m'intéresse. Ça t'intéresse? Mais peut-être que tu seras botaniste et que tu étudieras ça. Et c'est très important aujourd'hui parce que vous avez tous les deux entendu parler du réchauffement climatique, parce qu'on en parle tous les jours. Vous avez entendu on se pose la question, est-ce que les plantes elles vont tenir à la chaleur ou pas? Est-ce qu'elles vont supporter? En plus, on demande aux gens qui font du vin de faire du vin sans mettre de produits pour les protéger, parce que c'est pas très bon pour les gens, donc on leur demande de travailler aussi. Et ce qui va permettre de le faire, c'est toute la diversité, le fait qu'il y a beaucoup de choses différentes et qu'on pourra travailler avec des choses différentes, des plantes, des variétés différentes. Voilà. Alors, on a fait ce travail et puis nous, on a retrouvé toutes les peintures de ce monsieur qui a peint il y a 200 ans et qui s'appelait Pierre-Joseph Redouté, qui est un peintre, pas très très connu, mais il est connu pour avoir fait des peintures de fleurs très célèbres, et notamment de roses. Donc c'est un peintre connu, et puis voilà, c'est une histoire qui permet de conserver des variétés différentes, d'avoir le souvenir de ces variétés différentes. Et il a donc contacté l'Académie en disant « Bonjour, je voudrais pouvoir regarder le velin Picpoul Grise ». Alors on s'est dit « Mais pourquoi vous nous contactez ?» Parce que j'ai entendu dire que vous aviez les vélins de Redouté qui ont été faits sous Bonaparte pour répertorier les cépages de raisins français de l'époque. On a cherché, on ne les trouvait pas, et puis au bout de quelques semaines de recherche, on a un jour, sous une couverture, découvert un carton, et dans le carton, il y avait 83 vélins de Redouté. Alors ils ne sont pas tous de Redouté, hein. Oui. Il y en a la moitié qui ont été faits par Redouté en personne, oui. Et les autres sont faits soit par son frère, soit par l'atelier Redouté. Voilà. Oui, c'est ça, d'accord. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé donc ça. Donc déjà, on ne savait pas trop comment on allait les conserver. Déjà, c'était surprenant de voir l'état de conservation qu'ils avaient, oui. Puisqu'ils avaient été quand même
conservés dans une cave. Donc on les a fait expertiser, c'était bien des vrais redoutés et de son école. Ils étaient en bon état, donc la première chose c'était de sécuriser, de les mettre à l'abri. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait prendre des tirages photographiques de très bonne qualité. Puis après, on s'est dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est pas un travail artistique au sens terre. En plus, nous, à l'Académie, on est plutôt dans les travaux scientifiques, techniques, etc. Donc l'idée, ça a été de se dire, ben, on va essayer de faire travailler un scientifique qui va nous dire si ces vélins, avec les noms qui sont là, est-ce qu'ils existent encore? S'ils existent encore, est-ce qu'ils existent tous sous le même nom ou avec un nouveau nom, ou voire même n'existent plus? Et donc sur les 80 qu'on a fait expertiser, il y en a à peu près tous, le scientifique qui a travaillé, soit il a retrouvé sous un autre nom, soit il les a retrouvés sous le nom exact. Hein. Bon, là, le pitbull, vous voyez, maintenant il y a le pitbull, ça existe toujours, mais il n'y a plus de gris, c'est plutôt blanc ou noir. Et par contre, il y en a une dizaine dont on ne sait pas si ça existe encore ou si ça n'existe plus. Voilà. Et après, on s'est dit, bon, maintenant on a fait cette expertise-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un travail un peu scientifique autour de tout ça? Donc l'idée, ça a été de faire un recueil, donc le fameux ouvrage qui est là. Et dans ce recueil, bah, en fait, on explique ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ils existent encore, ils n'existent plus, ils ont évolué, etc. Et puis surtout, bah, ça a aussi une vocation, c'est de se dire maintenant, avec le réchauffement climatique, les viticulteurs cherchent justement des anciennes variétés pour essayer de réacclimater les vignes, hein, parce que vous voyez par exemple en Côte-du-Rhône, on est maintenant à des vins qui font 15 degrés, mais ça c'est pas possible, on ne peut pas monter si haut. Donc il faut retrouver des anciens cépages, et on s'est dit bah, si on peut contribuer à retrouver d'anciens cépages, bah, voilà. Voilà l'idée. Et en plus, on a eu l'opportunité. Historiquement, ces cépages étaient dans le jardin du Luxembourg. Alors, historiquement, exactement là. Ils avaient tous été plantés là. Voilà, ils avaient tous été plantés là. Et en fait, quand Haussmann, comment dire, fait ses travaux dans Paris, il les a virés, il les a fait déménager. Donc, ils ont été remis, les cépages ont été remis dans des conservatoires régionaux. Et il en reste que quelques-uns ici. Eh bien écoutez, je vais aujourd'hui conclure en partie cette exposition. Je suis devant des vignes. Vous avez du chafla, vous avez de l'alicante. Ce sont des cépages que vous retrouvez dans notre exposition avec tous ces aquarelles sur vélin faites, dessinées, peintes par quelqu'un qui est le Raphaël des roses, mais aussi on pourrait dire le Raphaël du raisin, avec ces très belles reproductions que vous retrouverez dans notre ouvrage, que l'on met à disposition et bien sûr que vous pouvez acquérir. Merci de votre écoute. Mais écoutez, c'est encore sous le soleil que nous fermons cette exposition et on remercie particulièrement les 1651 visiteurs. 1651, c'est inouï, là dans ce pavillon d'Avio au sein du jardin du Luxembourg, avec son histoire chargée. On connaît que les cépages avaient été réunis là par notre ministre de l'Intérieur de l'époque, Chaptal. Donc vous avez eu 1651 visiteurs. Vous avez aussi acheté, visiteurs, 42 ouvrages sur les raisins de Redouté. Sachez que cet ouvrage, d'abord, il est toujours en vente. Vous le trouverez dans les meilleures librairies, mais vous le trouverez aussi en ligne. Il peut être acheté en ligne. Sachez que cette exposition sera à nouveau présentée au Conseil économique et social et environnemental qui auront lieu pendant les journées européennes du patrimoine, pendant le week-end du 18 et 19 septembre prochain, mais aussi que nous aurons le prix de l'Office international de la vigne et du vin le 30 septembre au Centre international des vins de Bordeaux. Donc retrouvez-nous, l'aventure des raisins de Redouté continue. Merci encore.